Alors, je vous fais une petite vidéo concernant les 3 dernières questions du TP1 d'info. 3 questions assez simples, mais finalement sur lesquelles on reviendra un certain nombre de fois dans les TP suivants. Alors, pas forcément exactement sur ces questions-là, mais parce que ce sont des structures de base dont on va avoir besoin assez souvent. Donc la première question, la question 14, donc qui n'est pas la première, mais, puisque vous avez déjà travaillé dessus, hein, c'était des questions pour s'entraîner. À l'aide d'une boucle while, écrire un programme donnant la valuation 2 à Dick, donc évidemment dans le sujet on vous expliquait de quoi il s'agissait, d'un entier n donné au début du programme. Donc par exemple, je vais me choisir un entier n, donc par exemple n égale 16, et dans ce cas-là, la valuation 16, c'est 2 puissance 4, donc la valuation 2 à Dick est 4. Donc le programme que je vais écrire doit me renvoyer 4. Je sauvegarde. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser notre élément par 2 jusqu'à temps que je ne puisse plus le faire. Donc je vais me donner un compteur, donc par exemple c égale 0. Et ensuite je vais regarder combien de fois je peux diviser n par 2. Donc tant que je peux le faire, c'est-à-dire tant que n% 2 égale à 0, eh bien je vais ajouter 1 à c. Remarquez que ça, alors j'ai mis une majuscule ici, j'aurais pas dû. Ça, on peut l'écrire plus facilement, c plus égale 1, mais si vous écrivez c égale c plus 1, ça suffit. Et ensuite, je dois afficher c. Et là, hop, si je lance ça, oui, alors je n'ai pas fait la division, donc forcément, ça ne marche pas, c'est normal. Je ne modifie pas n dans l'histoire, donc forcément, ça ne va pas. N égale n // 2. Je divise n par 2. Si j'oublie de faire cette division-là, n reste toujours égal à 16, et donc la boucle tourne indéfiniment. C'est le souci principal des boucles while. Les boucles while, eh bien, sont des boucles qui peuvent être infinies, à la différence des boucles for qui s'arrêtent forcément. Les boucles while, elles peuvent ne pas se terminer. On verra un petit peu plus tard dans l'année comment s'assurer du fait qu'elles s'arrêtent bien un jour. Donc je relance ça, et j'ai bien 4, donc j'ai a priori bien ce que je voulais obtenir. Si je fais, par exemple, 3 fois 16, donc 48, la valuation doit rester égale à 4, puisque 48, je vais pouvoir le diviser 4 fois par 2, mais je ne pourrais pas le diviser 5 fois. Je relance, j'ai toujours 4. Si je fais 32 fois 3, donc je vais écrire ça carrément, hop, comme ça, là je devrais avoir 5. Ça fonctionne. Donc j'ai bien ma valuation 2 à Dick du nombre qui est donné ici. Pas de souci là-dedans. Question 15, écrire dans le langage Python, bon ça sera toujours comme ça, un programme qui résout dans R une équation du type ax carré. Alors ici évidemment c'est écrit comme ça, mais c'est à comprendre comme carré. Ax carré plus bx plus c égale 0 avec a différentes 0 qui résout dans R. Donc on ne va pas s'intéresser au complexe, mais pour ceux qui ont entamé le TP2, vous avez vu qu'il est question de complexe. Bon. Donc évidemment, il va falloir commencer par calculer le fameux discriminant. Le discriminant, je vais l'appeler D, donc c'est b carré moins 4 fois a fois c, aucun problème là-dessus. Et évidemment, tout ça c'est pour vous faire du if. Si jamais D est strictement négatif, dans ce cas-là, c'est le cas le plus simple, je vais afficher, tac, pas de solution dans R. Hop, hop. Sinon, si D égale 0, je vais afficher une solution. Hop. Et ensuite, je donne la solution qui est moins b sur 2a, moins b divisé par 2 fois a. Et puis, sinon, dans le dernier cas, donc j'ai forcément d qui est strictement positif, je vais afficher deux solutions, alors pas solution, mais solution. La première qui est
hop, moins B, moins, j'ai besoin de la racine, donc, pour la racine, il y a deux façons de la voir, enfin, deux façons, soit je fais appel à une fonction SQRT que l'on peut trouver dans le module math ou dans le module NumPy, mais je peux aussi tout simplement mettre à la puissance, 0,5, c'est ce que je vais faire ici, donc D à la puissance 0,5, moins B, moins racine de delta, divisé par 2A, voilà, et ensuite, tac, tac, et je recopie ça, hop, mais ici je mets un plus. Bon, j'espère qu'il y a le bon nombre de parenthèses, on fera un petit test dans quelques secondes pour voir ça. Évidemment, j'ai besoin ici de mettre des valeurs, donc je vais m'arranger pour avoir un discriminant négatif. Ça marche en faisant 1, 1, 1, x carré plus x plus 1, un discriminant négatif. Il n'y a pas de solution dans R, ça marche. Si je prends 1 de 1, c'est une identité remarquable, il y a une seule solution. Une solution qui est moins 1, ça fonctionne. Et ici, si je prends 3x, je dois avoir deux solutions qui sont ces valeurs-là, et qui sont, comment dire, des valeurs approchées. Dernière question, écrire une suite d'instructions calculant le 250e terme de la suite UN définie par U0 égale 0, U1 égale 4, et pour tout n par... Bref, c'est une suite dite récurrente d'ordre 2, c'est-à-dire qu'en fait, pour connaître un terme, j'ai besoin de connaître la valeur des deux précédents. Donc pour ça, évidemment, je vais commencer par renseigner U0 qui va être égal à 0, je vais renseigner U1 qui doit être égal à 4, et ensuite... Comme je veux le 250e terme, je vais faire une boucle for i in range. Donc je vais commencer à calculer à partir du deuxième terme. J'ai eu 0, j'ai eu 1. Alors, on peut se poser la question effectivement du 250e terme. Le 250e terme, comme on va commencer à U0, ce sera U249. Donc ici, je vais mettre 250. Donc ça va calculer. J'oublie un L, U249, qui est le 250e terme. Si vous calculez U250, alors, évidemment, hein, le jour d'un concours, c'est embêtant. Là, dans le cadre de l'entraînement, c'est pas dramatique. Donc, ici, je n'oublie pas d'indenter. Et donc, il faut que je calcule le U, je vais l'appeler U. Comment je fais ça? Eh bien, c'est 2 fois le précédent, donc le précédent, ici, ça va être U1, moins le précédent du précédent, l'antépénultième, U0. Enfin, l'antépénultième, c'est l'avant-dernier, oui, c'est ça, le dernier, l'avant-dernier. Bref, donc, de cette façon-là, alors j'ai marqué L, mais je voulais écrire U. Voilà. Ce faisant, le tour d'après, ben, si je ne modifie pas U0, U1, je vais être embêté. Donc il faut que je modifie le précédent et le précédent du précédent. Et en fait, je vais commencer par le U0. Et lui, il va être la valeur de U1. Il faut que je glisse les termes. Le précédent du... Alors j'ai mis ça, mais j'aurais dû mettre tac, tac, tac. Ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait décrocher. Et maintenant... U1. Il faut que je modifie U1, qui est U, le précédent, et maintenant bah, le terme que je viens de calculer. U. Tac, 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 tac. Et je n'ai plus qu'à afficher U en sortie de la boucle. 996. Faudrait le calculer à part si on voulait vérifier, mais il n'y a pas de raison que la machine se soit trompée. Donc là, ici, il faut bien retenir qu'on glisse les choses. Alors, ici, je l'ai fait en 3 fois, mais on peut le faire en une fois. Je peux dire que je vais calculer le nouveau U0, le nouveau U1 et le nouveau U, qui sera, eh bien, est-ce qu'on a même vraiment besoin du U? En réalité, non. On peut tricher, on peut être un peu plus... économe en variable. Donc mon U0 c'est le U1 et mon U1 c'est ça.
Et dans ce cas-là, ici, je print U1. Bon, ça c'est... j'ai toujours mon 996, ça n'a pas changé, mais vous voyez que j'ai utilisé un petit peu moins de variables. Alors, l'objectif ne doit pas forcément être d'utiliser le moins de variables possible. Cela étant, cette affectation simultanée de plusieurs variables, en réalité c'est pas tout à fait une affectation simultanée, c'est une structure de données un petit peu particulière, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais cette affectation simultanée, elle est quand même bien pratique parce que ça nous évite d'avoir à glisser les variables, à réfléchir, mais en fait on les glisse quand même quelque part. Donc bref, voilà la fin de ce petit TP1.